Bonjour. C'est bon? Oui, je pense que c'est mieux. Oui, it's fine, Béatrice. Bonjour et bienvenue à notre 18e Huma Book Lunch. Cet espace et séminaire est organisé par Huma, l'Institut des sciences humaines en Afrique, basé à Cape Town, en Afrique du Sud. La recherche à Huma questionne qu'est-ce d'être humain aujourd'hui en Afrique, notamment à travers plusieurs canaux et appuis épistémologiques. Je suis Amina Slimani et je co-organise les Book Lunch avec mes deux collègues ici à Huma, Minent Lenkoube et Azza Babakir Mustafa Ahmed. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Béatrice Messa pour parler de sa plus récente publication, notamment un livre intitulé Les groupes armés du Sahel, conflits et économie criminelle au nord du Mali. Alors, le livre présente une recherche qui a pour objectif principal d'étudier les groupes armés insurgés, djihadistes et sécessionnistes au nord du Mali, leur évolution dans leur zone d'influence et le passage d'organisations fondées sur des revendications identitaires politiques à des organisations du crime organisé. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir, Dr Messa, afin de discuter sur les rébellions armées qui ont émergé sous la période coloniale et postcoloniale, sur les enjeux reliés au développement de l'identité dans ce cadre-là, au Mali, notamment où vous avez mené votre recherche. Permettez-moi de vous présenter. Béatrice Messa, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Grenoble. Vous êtes enseignante-chercheur à l'Université Gaston Berger et chercheure permanente au LASPAD. Vous êtes chargée de cours à l'Université internationale de Rabat depuis 2015 et vous travaillez sur la sécurité, la géopolitique, les frontières, la migration, l'islam politique, les conflits, les groupes armés et l'économie criminelle au Maghreb et au Sahel. Vous avez plus de 15 ans d'expérience comme chroniqueuse internationale sur l'Afrique. Je tiens aussi à accueillir ma chère collègue Yusra Handawi qui est avec nous et qui nous rejoint aujourd'hui en tant que discutante idoine pour le livre de Dr Messa. Yusra est docteur en sciences politiques de l'Université de Stade au Maroc et travaille aussi sur les questions de sécurité, gouvernance, extrémisme violent dans la région du Sahel et au nord. Yusra, bienvenue à toi. Pour la discussion d'aujourd'hui, nous allons commencer tout d'abord par écouter Dr Messa, qui a partagé avec nous une présentation du livre, puis à Yusra pour donner son intervention. Enfin, on ouvrira la session pour un Q&A, questions-réponses. Mais n'empêche, n'hésitez pas à envoyer vos questions à n'importe quel moment. Aussi, nous invitons à tous les participants ici avec nous sur Zoom de changer leur nom au nom complet pour éviter tout Zoom bombing. Voilà. Alors, docteur Messa, sans plus tarder, je vous donne la parole et merci encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Très bien. Excellent. Vous m'entendez bien ici? Si, excellent. Amina, merci beaucoup pour la présentation et notamment, je voulais élargir les remerciements le projet Huma et que vraiment j'intègre moralement, par conviction et par amitié aussi vers une partie de cette équipe extraordinaire qui travaille dessus. Et donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de lancer pour la première fois ce bouquin à travers la plateforme Huma.
Ça, c'est un ouvrage, si vous voulez, qui me représente parce que je passais 15 ans de ma vie en essayant de comprendre déjà une région qui est le Sahel, que dans les moments que je démarrais mon parcours professionnel au Sahel, on parle de 2007, il n'y avait pas vraiment un intérêt spécial par rapport à la région. La région, il n'était pas une zone qui représentait des enjeux géopolitiques comme aujourd'hui, géostratégiques comme aujourd'hui, géoéconomiques comme aujourd'hui. Non. Et aujourd'hui, le Sahel, c'est comme si tombe du ciel, c'est comme si d'un coup on découvre qu'il y a une dynamique de violence conflictuelle nouvelle. Et ça, c'est une des erreurs essentielles, non, parce que s'il faut parler de Sahel, s'il faut parler de la violence, s'il faut parler aussi des conflits, il faut situer déjà le Sahel dans un contexte historique, il faut faire de la historicité pour comprendre la violence d'aujourd'hui. Et évidemment, il faut aussi situer le Sahel dans la durée. Hein. Ça, c'est fondamental. Et je dis ça parce que lorsqu'on parle de la violence aujourd'hui, qui est très complexe et très controversée, on ne peut pas le réduire à la question de djihad. Non. Actuellement, on connaît le Sahel. Actuellement, on est sur le Sahel. Actuellement, on met la focale sur le Sahel parce qu'on dit qu'il y a un problème lié à la menace purement terroriste de nature djihadiste. Et là, c'est une erreur de base. Si on veut comprendre le Sahel, si on veut comprendre cette violence, si on veut comprendre la complexité de ces violences, il faut se situer déjà dans la période, si vous me le permettez, même précoloniale ou bien postcoloniale, lors de le début d'une indépendance qui était compliquée dans le cas de Mali, lorsqu'il y avait déjà des mouvements armés, des mouvements liés à une cause qu'on appelle la cause Touareg, hein, cette cause Touareg qui revendiquait un espace territorial sur un drapeau et aussi sur une narrative déjà politique sur laquelle on peut intervenir. Mais déjà, c'est aussi un problème parce que lorsqu'on parle de la cause Touareg, par rapport au nord de Mali, c'est une erreur car il y a plusieurs tribus qui ne sont pas seulement identifiées à travers les Touaregs, sinon aussi il y a les Arabes, il y a aussi les Ongas, il y a les Peuls, qui sont même majoritaires par rapport aux Touaregs de Azawad. Mais ça, on pourra le discuter beaucoup plus tard dans la discussion parce que c'est énorme. Et donc, mon travail de recherche, et notamment cet ouvrage, a voulu, si vous voulez, éviter, réduire la problématique du nord de Mali et de Sahel, et notamment la instabilité, à partir de la piste terroriste de Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était très simpliste comme analyse, d'accord, à la lumière, bien sûr, de tout un long processus de recherche empirique qui m'a imposé à considérer d'autres variables, d'autres éléments qui sont déterminants pour expliquer encore une fois la question de la violence. Et ces genres d'éléments sont liés évidemment aux réminiscences de la colonisation, aussi, et ça c'est fondamental, à l'espace territoire multitribal et la division économique des activités criminelles dans un contexte sociopolitique politique très très fragile. Okay. Et donc, les références idéologiques, je ne peux pas les aborder par rapport au Sahel sans tenir en compte les comportements internes, clientélistes et tribaux, et sans aussi faire un travail détaillé sur les acteurs étatiques et non étatiques, leur interaction et leur partenariat temporaire ou durable selon les conjonctures des moments. Ça, je vais vous l'expliquer doucement et petit à petit lors de notre séance, d'accord? Et pour pouvoir démarrer ce processus de recherche, il fallait trouver, bien sûr, un début, non? Comme une question de départ, comme tous. Je vais vous dire et je vais vous avouer aussi quelque chose. Ma question de départ, c'était par rapport aussi à cette obsession sur laquelle j'étais de la salafia djihadiya. On savait qu'il y avait une organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique et je voulais comprendre qu'est-ce que c'était Al-Qaïda au Maghreb islamique parce qu'il y avait un kidnapping des Espagnols, des coopérants espagnols au nord de la Mauritanie, à Nouadhibou. Et ces Espagnols ont été transférés rapidement vers le nord de Mali. Le nord de Mali, comme un lieu de refuge des otages qui ont été kidnappés hors des territoires maliens. Et c'est à partir de là que je voulais comprendre aussi ce kidnapping obéit à une idéologie de nature notamment djihadiste et dans un contexte mondial dans lequel on était de Occident-Orient et plutôt Occident-Djihad.
Je pense qu'on a perdu Dr Messa, mais je pense qu'elle sera de retour dans quelques minutes. Donc, on va juste attendre. Au faire, c'est sur les dire pourquoi. Parce qu'il y avait une implication des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques transversaux qui ont été aussi impliqués dans ce processus d'otage qui emmène par la suite un processus de libération pour ces otages qui va encore une fois impliquer une participation des acteurs étatiques et non étatiques. C'est à partir encore une fois de ce point d'inflexion que je vais commencer à creuser et à aller beaucoup plus loin de la question idéologique parce que évidemment sur le terrain, tu commences à mettre surtout la focale sur l'importance de ce territoire, de ces espaces qui donnent identité à la tribu. C'est-à-dire, tu ne peux pas étudier un groupe d'individus, tu ne peux pas étudier un groupe des humains au nord de Mali sans passer par l'espace. Et qu'est-ce que signifie cet espace en termes politiques, mais aussi et notamment en termes économiques? Je m'explique. Pendant 40 ans, on a compris qu'il y avait un problème territorial lié à la question touareg, comme je vous ai dit au début de mon intervention. Mais encore une fois aussi, ces mouvements indépendantistes touareg, ils ont commencé aussi à explorer des alternatives à leur propre vie à travers l'impact d'une économie criminelle qui est très puissante et qui va transformer radicalement la pyramide sociale. Si vous me le permettez, la hiérarchie sociopolitique de ces communautés touareg, mais aussi des communautés arabes et d'autres communautés qui par la suite vont participer de cette économie criminelle. La piste de l'économie criminelle était comme mes travaux, parce qu'à un moment donné, je vous ai dit à travers des kidnappings, mais aussi autres gens des otages qui vont se produire par la suite et qui vont représenter les vrais enjeux et une agenda économique impressionnante à côté de le trafic de drogue qui venait de l'extérieur et à travers aussi le trafic des armes. C'est-à-dire que l'impact, encore une fois, de cette économie criminelle qui démarre dans les années 90, fin de la guerre froide, va faire que certains territoires, certains espaces sont que produits des ressources naturelles forcément, même s'ils les ont, mais ils ne vont pas être exploités. Cet espace-là, il peut devenir une zone capitale de transit de toutes sortes de trafics et aussi un lieu de refuge par rapport des otages. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre le nord de Mali à partir de cette agenda économique. C'est-à-dire que j'ai essayé d'incorporer à ces auteurs qui expliquent l'intensité d'un conflit à partir de ressources naturelles, comme territoire, espace, pays producteur de ressources naturelles, je disais que même si, sans être pays producteur de ressources naturelles licites, sans être pays qui produit des ressources naturelles non licites comme la cocaïne, la plante de la cocaïne, en tant que pays, en tant que zone de transit de toutes sortes de trafics, ça aussi pourrait présenter une source de conflit fondamentale à travers laquelle on va assister à une nouvelle configuration des groupes armés. Et c'est comme ça que je réponds à une première question, qu'est-ce que fait courir les groupes armés au Sahel? Et notamment, comme nous avons aujourd'hui, depuis 2009 jusqu'à maintenant, et notamment depuis 2012, une multiplication des groupes armés. Une multiplication des groupes armés qui ne concerne pas seulement à la nébuleuse djihadiste, sinon qui concerne aussi à la nébuleuse sécessionniste. Parce que lorsqu'on parle de la violence actuellement, lorsqu'on parle de la menace, qui représente la menace et qui ne représente pas la menace? C'est-à-dire que nous avons encore une fois un paysage, un mosaïque, une fragmentation de la violence à partir de différents groupes armés, d'accord, qui correspondent à différentes idéologies. Et là, c'est la réelle question. Quel est le but final de ces groupes armés? Et vous pouvez me dire, voilà, il y a des groupes armés sécessionnistes qui cherchent à installer un État sécessionniste, indépendantiste et nationaliste azawad, et d'autres groupes-là qui cherchent comme but final à installer un État sous la base djihadiste. Et je vais vous dire que, pour moi, ce n'est pas du tout vraiment l'enjeu de ces groupes armés, sinon que ces groupes armés, à travers n'importe quelle idéologie,
le but final, c'est toujours de contrôler un territoire, de contrôler un espace, parce que cet espace et ce territoire, c'est très florissant en termes économiques, mais c'est aussi, bien sûr, une manière de pouvoir avoir de la hégémonie politique et la hégémonie militaire. Enfin, c'est comme ça comment, je vais rapide et je résume parce que c'est énorme, mais c'est comme ça comment j'essaie de vous expliquer que la piste djihadiste, c'est très simpliste. Et pour comprendre encore une fois et pourquoi il y a telle configuration de groupes armés et pourquoi il y a une fédération rapide de ces éléments vers les ranges de la violence, il faut incorporer autre genre d'éléments qui sont beaucoup plus importants et qui sont liés, par exemple, à la question de la ethnicité, ou qui aussi c'est lié à la question de leadership, à la question, encore une fois, de la minorité ou majorité, à la question ethno-nationaliste, d'accord? En même temps, je parle avec vous, mais je dois charger, il y avait un problème ici d'électricité, mais je continue en discutant avec vous. Et donc, il y a des composants qui sont prépondérants et qui sont beaucoup plus importants pour comprendre encore une fois la configuration d'un groupe armé et en évitant de passer par la question de l'idéologie ou de la question de la radicalisation religieuse. Même aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la déradicalisation religieuse au Sahel, mais on n'a pas compris encore qu'est-ce que ça veut dire la radicalisation au Sahel ou la radicalisation religieuse. C'est très réductionniste, encore une fois, comme approche. Parce que ce qui est important au Sahel, et notamment au Mali, il ne s'agit pas d'être musulman. Être musulman n'est pas important. Ce qui est important, c'est être de la communauté Touareg, ou être de la communauté arabe, ou être de la fraction Innan ou de la fraction Immigrate chez les Touaregs, ou être aussi de la fraction Kounda, ou être Telemsi de la communauté arabe, ou être Peul, ou appartenir à cette caste-là sociale à l'intérieur de cette communauté. Ça, par contre, c'est beaucoup plus important de la compréhension de la configuration des groupes armés ou de la configuration de la violence. Et ça, c'est le débat que je voulais établir avec vous. C'est un débat vraiment qui est très compliqué parce que sans nier que la question religieuse, elle est dedans, sans la nier, elle n'est pas prépondérante, elle n'est pas capitale, elle n'est pas définitive dans cette compréhension d'une violence qui actuellement, notamment, nous emmène vers une émergence, une nouvelle émergence nationaliste qui est très préoccupante et qui commence à mobiliser des acteurs nouveaux qui sont liés à la communauté Peul. Aujourd'hui, on essaye de projeter à l'extérieur qu'il y a une menace qui est liée au péril Peul. Et comme narrative, comme narration, c'est déjà très dangereuse. Vous voyez? Parce que, comme actuellement, les Peul, que c'est un nouveau composant d'une des catives de la nébuleuse djihadiste, d'accord? Maintenant, on essaye de projeter encore une fois à l'extérieur que nous sommes devant une nouvelle menace qui vient à travers la communauté Peul, sans expliquer exactement la complexité de cette communauté dans un contexte géographique précis que c'est la région de Massina, d'accord, avec toute une historicité aussi derrière. Tout ça aussi, si vous voulez, on pourra le débattre lors de notre discussion avec ma collègue et amie Yousra Handaoui. Bien, je pense que je donnais des éléments principaux pour faire une première discussion. Tu me diras s'il faut que je continue ou que je m'arrête ici. Mais ce qui est vraiment important à retenir, que la dynamique de la violence n'est pas nouvelle. Comme je disais, qu'il faut la situer dans un espace où il y avait déjà des États commerçants qui rivalisaient entre eux par rapport à l'or, qui représentait déjà une source fondamentale à cette époque-là et qui constitue encore aussi un enjeu pour le Mali d'aujourd'hui et pour le Sahel d'aujourd'hui. Mais parallèlement à ça, comme je viens de vous expliquer, il y a une nouvelle forme d'économie criminelle qui a impacté de manière radicale dans ce scénario et qui a fait une transformation totale de ces hiérarchies sociales et politiques, d'accord, ces communautés tribales, et que d'abord ils se sont confrontés entre eux, parce qu'il y a eu surtout des confrontations et rivalités intra, par la suite inter, et maintenant on parle de cette menace internationale. Merci beaucoup. Ça ne marche pas.
Merci beaucoup, docteur Messa, pour cette brillante présentation. Comme vous l'avez dit, c'est compliqué. Alors, je vous remercie beaucoup pour avoir simplifié pour nous ces thématiques-là. Vous appelez pour une recontextualisation du Sahel pour prendre en compte la pluralité des identités, mais aussi l'espace dans ses dimensions politiques et économiques, et aussi à penser comment l'hégémonie politique et militaire tient compte dans cet espace-là et repenser le but final de la domination de la territorialité. J'invite Yousra Hamdaoui à présenter son intervention et j'invite aussi les participants à envoyer toutes questions à Dr Messa et à Dr Hamdaoui dans le chat. Yousra, à toi. Merci beaucoup Amina et merci à Béatrice pour sa présentation. Bonjour à l'audience présente ici et celle qui nous suit sur Facebook. Je suis très ravie de présenter et de discuter le livre de ma collègue et amie Béatrice Messa, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pendant plusieurs années dans plusieurs projets à la fois passionnants et innovateurs sur les plans scientifiques et académiques. Alors, ce livre intitulé « Les groupes armés au Sahel, conflits et économie criminelle au nord du Mali », paru aux éditions Alpha, et dans lequel l'auteur tente de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait courir les groupes armés au Sahel ?» apporte une nouvelle analyse aux études réalisées sur le Sahel et le Mali particulièrement, et qui sont essentiellement focalisées sur la sociologie, l'anthropologie ou l'histoire. Cette nouvelle approche proposée par l'auteur intègre la dimension économique, comme la découverte des ressources économiques pour expliquer le conflit et l'évolution de ses acteurs. Le livre cherche à analyser et déconstruire le discours construit en Occident sur la menace du djihad au Mali et sur les objectifs politiques indépendantistes des élites militaires de l'Azawad, et met en lumière l'interdépendance souvent occultée entre l'économie criminelle et les acteurs étatiques et non étatiques qui représentent la véritable source d'instabilité dans la région aujourd'hui et l'une des principales causes de la crise du Mali de 2012. Alors, il faut d'abord préciser que les acteurs armés, objets de ce livre, se caractérisent par une mobilité constante et peuvent rapidement changer d'un camp à un autre. Cela ne s'explique pas toujours par une perspective idéologique, comme l'a déjà précisé l'auteur, mais plutôt par la capacité d'une communauté ou d'un clan à protéger les intérêts de ses membres. Donc, il existe essentiellement deux catégories de groupes armés à prendre en considération pour construire le puzzle de l'insurrection au nord du Mali. Donc, il y a d'abord les groupes armés légitimes, appelés légaux, qui se placent sous la bannière sécessionniste et acceptent d'entamer les négociations avec le gouvernement central. Et puis, il y a les groupes armés non légitimes, les Ganols, dont ce groupe, barricadé derrière le slogan djihadiste, se meuvent des éléments armés qui ont été exclus de la table de négociation et qui s'érigent toujours contre les institutions régionales et nationales. L'auteur nous explique que considérer le djihad et l'insurrection en référence au mouvement subversif autochtone du nord du Mali comme la racine de la violence ne suffit pas pour expliquer la nature du conflit. Elle insiste, comme vous l'avez suivi, sur le fait que le développement progressif de la criminalité au Mali, particulièrement depuis le début du XXIe siècle, en plaçant ce phénomène au cœur de la géopolitique, de la géostratégie et de la sécurité critique, va chambouler la stabilité du Mali et par ricochet de tout le Sahel plus tard. Pour comprendre les dynamiques de la violence actuelle au Sahel, il faut étudier cette région en passant par la période précoloniale, nous suggère l'auteur, notamment les anciens empires installés dans cette région, qui connaissaient déjà des rivalités liées à la présence de l'or, la ressource la plus importante de la région. Alors, cette ressource constitue l'enjeu majeur du Sahel. La dynamique de la violence commence déjà avec les rivalités internes pour la domination de l'or et de ses routes entre les empires commerçants situés dans le fleuve du Niger. Cette ressource va permettre aussi de développer une mobilité entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Cette mobilité a été facilitée par
facilitée par les routes du Sahel. Donc, dans ce Sahel précolonial, caractérisé par la mobilité ou la libre mobilité et la circulation, il sera étoffé et transformé à partir de la colonisation qui impactera les peuples autochtones. Les frontières créées par les puissances coloniales vont disséminer et séparer le peuple touareg entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et c'est à partir de ce moment qu'on aborde le Sahel sous le prisme politique et particulièrement à partir de la rébellion touareg des années 60, fortement réprimée par l'armée malienne. Cette rébellion a connu la participation de la figure d'Iyad Agrali, considérée aujourd'hui comme une menace terroriste par les autorités maliennes et la communauté internationale. L'auteur précise aussi que ces rébellions touareg concernaient aussi d'autres groupes ethniques, comme les Sangaï, les Arabes et les Peuls. Il s'agit donc d'une rébellion qui ne concerne pas que le peuple touareg, mais aussi une revendication territoriale qui est restée limitée par les frontières coloniales. Selon l'auteur, cette revendication populaire est complexe et ne se limite pas à la dimension identitaire. La cause sécessionniste des Touaregs a permis la configuration des groupes armés pour le contrôle territorial. Donc l'espace est un sujet de revendication important pour ces groupes. Cet espace territorial, riche en ressources naturelles, bien sûr, mais également un espace qui sera le passage de grands cartels de la drogue venant de l'Amérique latine et se dirigeant vers l'Europe. Cette économie criminelle va se développer dans la région après la fin de la guerre froide et le Mali sera une zone de transit des produits illégaux. Le contrôle des routes et de l'espace qui permettent le passage des produits de cette économie sera la nouvelle obsession des élites venant de la rébellion, mais également celle des acteurs de l'organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, d'ailleurs, la collusion entre les groupes armés et les acteurs de la criminalité pour la domination de ce marché de l'illégalité a poussé l'auteur à s'interroger sur la nature de l'acteur, qui est djihadiste au Sahel et qui ne l'est pas. Un autre élément fondamental et qui marquera un changement de paradigme radical dans la région est le kidnapping. Ces opérations d'otages vont constituer un marché prolifique de tous les groupes armés dans la région. L'auteur souligne d'ailleurs que les premières scissions au sein de l'organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sont essentiellement liées au partage des revenus des opérations de libération des otages. Des rivalités internes vont apparaître entre les Mauritaniens, les Algériens et les Maliens constituant cette organisation. Les groupes qui vont naître de ces scissions vont profiter des espaces de défaillance pour bénéficier des enlèvements des otages, mais aussi des opérations de transit de la drogue. Les effets du développement de ces activités illicites dans la région vont éroder le système de valeurs de la société jusqu'à faire écrouler la pyramide sociale qui a existé tout au long de l'histoire. Donc, nous assistons à la transformation du système tribal traditionnel, comme le mentionne l'auteur, avec l'émergence d'une nouvelle génération de riches, Touaregs et Arabes, ayant accédé au pouvoir économique à travers l'économie criminelle. Le livre fait de l'année 2013 un tournant avec l'intervention internationale menée par la France avec le déploiement de plus de 4000 soldats sur le terrain pour freiner ce qu'on appelle l'avancée des djihadistes vers le sud. Le nouvel engagement militaire en faveur de la stabilité, de la paix au Mali a conduit à une nouvelle escalade de la violence sur le terrain où l'instabilité a conduit à des actes de banditisme, de pillage et de délinquance commune. Donc, les groupes armés djihadistes renforceront aussi leurs arguments en présentant leur combat comme une lutte contre l'occupation de l'ancien colon et de la présence internationale, ce qui leur permettra aussi de grossir le rang et obtenir le monopole de la violence et probablement de créer une base future pour le terrorisme international. Merci, Amina. Merci à toi, cher Yousra, cher docteur Hamdaoui, pour cette intervention sur le livre de Dr Messa. J'aimerais inviter Dr Messa à répondre à votre intervention. Oui, ou peut-être on pourra commencer par d'accord. des questions, peut-être.
ou aussi ouvrir aux participants à envoyer leurs questions et avoir une conversation plus élargie. Très bien. Moi, je voudrais d'abord, parce que c'est important, Béatrice, quand elle a présenté son livre, elle parle de ce soulèvement au nord du Mali en 2012, elle utilise le mot insurrection. Et donc, je voulais lui poser cette question, en fait. Quelle est la différence entre les précédentes rébellions qu'a connues le nord du Mali et l'insurrection de 2012? Pourquoi s'agit-il, Béatrice, d'une insurrection et pas d'une rébellion? Et Yousra, merci beaucoup d'abord aussi pour avoir accompagné toute ma narrative avec beaucoup de précisions et qui, si vous voulez aussi, fait une contribution beaucoup plus riche, non, de mes propos. Bien. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté sur 2012. 2012, je parle dans mes propos et dans mon travail sur l'insurrection, soit sécessionniste ou l'insurrection djihadiste. Et je voulais marquer un point et notamment me séparer d'une partie d'une littérature qui était écrite par rapport à la rébellion Touareg toujours. Non? Lorsqu'on parle d'une rébellion, on fait allusion à la spontanéité. On fait allusion à la spontanéité, on fait allusion à la non-méthodologie de travail, c'est-à-dire que c'est des gens que, par une vocation liée à ce territoire, à le contrôle de son territoire, à la défense d'une identité, ils vont se rebeller ou révolter contre le pouvoir central, dans ces cas-là, au Mali. Non? Et ça peut être, en fait, on peut dire qu'il y a eu une rébellion dans les années 60, mais je pense que c'est la seule, et ça on peut le discuter avec des historiens aussi. Je crois que ce genre de révolte qui se sont produits surtout à partir des années 90 correspond à la notion de l'insurgence parce qu'il n'y a rien de spontané, parce qu'il y a une préparation, préalable. Il y a une organisation de la élite politico-militaire qui va se configurer, d'accord, avec une stratégie, avec une narrative. Et ça, c'est très important, avec un discours pour mobiliser des gens, pour fédérer des gens, d'accord? Donc, dans les moments qu'il y a une stratégie, dans les moments qu'il y a une préparation préalable, dans les moments qu'il y a une méthodologie, dans les moments qu'il y a aussi une narrative, un discours, on ne parle plus de rébellion, on parle d'insurgence. Et la même chose par rapport aussi le djihadiste, comme vous pouvez imaginer. Pourquoi 2012 est important? Pourquoi 2012 va changer complètement le paradigme de la violence et de la question sécuritaire au Sahel à partir de Mali? Parce que ça, c'est la source. Parce qu'il y a deux structures armées, soi-disant avec des idéologies différentes, mais qu'il y a beaucoup de vases communicants entre les uns et les autres, qu'ils vont unir ces forces, les djihadistes et les sécessionnistes, pour contrôler un territoire, pour s'approprier d'Azawad jusqu'à maintenant. Parce que ce qui est important à voir, qu'effectivement, Azawad, c'est déjà un état de facto. Le Mali, l'État malien, a perdu le nord de Mali. Azawad, c'est un état de facto actuellement, même si c'est vraiment difficile à comprendre ça. Et donc, les deux mouvements ou les deux structures armées, entre lesquelles je dis qu'il y a eu des vases communicants, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous ai dit, il y a des liens familiales, il y a des liens tribaux, etc., d'accord, entre les uns et les autres. Sauf qu'un représente la menace internationale et les autres ne représentent pas la menace internationale parce qu'ils sont assis dans une table de négociation pour aboutir à un processus de paix. Donc, l'intervention internationale lidérée par la France, à partir de 2012, vient pour récupérer le nord de Mali et rendre le nord de Mali encore à l'État malien et en même temps lâcher la menace djihadiste. Mais le résultat de cette intervention, plus de 12 ans après, c'est qu'ils ont légitimé encore une fois ces acteurs armés sécessionnistes, d'accord? Et ils ont appuyé, encore une fois, cette situation de facto par rapport au Nord. Donc, on légitime l'acteur non étatique et en plus, on appuie à continuer dans une revendication territoriale qui fait qu'encore une fois, aujourd'hui, ces insurgés, ils s'approprient, c'est la consolidation de l'appropriation de la région d'Azawad. Et ça, c'est intéressant. Et ça change la situation complètement par rapport au Mali aujourd'hui. Donc, encore une fois, le nord de Mali, dans les mains des Azawiyans, ils n'ont pas que des Touaregs, d'accord? Et maintenant, il y a une préparation de la violence vers le centre,
Donc maintenant, on ne parle plus, on fait de la violence au nord, on parle de la violence au centre, mais par contre, on est en train d'établir des négociations politiques par rapport à l'accord de paix du Nord. Mais il y a la paix. Il y a la paix actuellement. Ça, si vous voulez, on peut aussi approfondir et à travers des concepts, à travers des théories, à travers comme vous voulez. Mais c'est très intéressant de voir cette paradoxe entre les Nord, les centres, la violence et aussi le processus de paix en résolution des conflits. Merci beaucoup, Dr Messa. Moi aussi, j'ai une question pour vous. Notamment, vous avez parlé des questions initiales que vous avez eues quand vous avez commencé votre recherche. Et j'aimerais beaucoup vous poser une question par rapport à la recherche sur le terrain elle-même. Comment c'était faite cette recherche sur le terrain? Quels ont été les défis ou les points de départ que vous n'avez pas considéré, que vous n'avez pas vu venir une fois que vous étiez au Mali? Bien, ça c'est une question vraiment qui me touche profondément parce que, comme je vous ai dit, lors de mes travaux de recherche sur le terrain, j'ai commencé en fait à explorer qu'il y avait autre genre de pistes qui m'expliquaient qu'est-ce qu'il y avait derrière un éclatement un conflit au nord. Donc j'ai commencé à voir qu'il y avait en fait des véhicules de cocaïne qui représentaient vraiment une source d'instabilité dans un moment donné. Non? Donc pour moi, une première difficulté, une première limitation, c'était le fait d'élargir déjà en fait la piste. Non? Je voulais me convaincre que l'idéologie, ce n'était pas fondamental. Et ça, c'était très difficile pour moi. C'était très compliqué, encore une fois, d'incorporer l'agenda économique comme une des sources principales de l'intensité conflictuelle de la région. Et donc, dépasser ce moment et basculer vers l'agenda économique qui incorporait des variables liées à l'aspect économétrique, c'était très difficile, mais je le fais parce que c'était à travers le qualitatif, à travers l'empiria, à travers ce terrain, que dans mon cas et dans le cas de Mali, il se répète parce que, encore une fois, pour faire ce genre de travaux et pour faire ce genre de recherche, tu nécessites de passer par le terrain plusieurs fois et de manière systématique et répétitive. Pourquoi? Parce que, comme Yousra a dit et comme je dis dans ma thèse et dans mon bouquin, c'est des acteurs mutables. C'est des acteurs qui sont dans un transfert, si vous voulez, d'un camp à notre camp. C'est des acteurs qui vont passer par différents, encore une fois, secteurs. Donc, imaginez-vous que je prends un acteur incontournable à 2010 qui défend certaines idées, ok, pour expliquer rien que le sécessionnisme, mais 12 ans après, je trouve cet acteur dans un camp qui ne défend plus le sécessionnisme, sinon la unité nationale, par exemple. Donc, ce basculement, pour pouvoir le comprendre, nécessite continuer la trace de l'acteur. Et la même chose par rapport aussi à ceux qui s'appellent djihadistes, non? Il faut savoir que ceux qui s'appellent djihadistes, ils sont devenus aussi des acteurs de l'armée actuellement, ou des acteurs sécessionnistes aujourd'hui. Ils négocient avec l'État, ils sont avec l'État, ils défendent l'État malien. Et donc, dans le moment que tu commences à comprendre la mutabilité de l'acteur, cet acteur changeable, à travers la multiplication des terrains, c'est comme ça comment j'ai pu vraiment arriver à une déconstruction de la question idéologique. Sinon, comment ça s'explique ces genres de mutabilité, ces genres de liens, etc. Pour comprendre la scission d'Al-Qaïda au Maghreb islamique à travers Moujao, pour comprendre la scission de Ansardine, pour comprendre le front de libération de Massina. Ça, c'est des katibas armés, c'est des structures armées qui relèvent tous de la première. Pour comprendre ça, il faut aller vers l'acteur. Et il faut savoir alors une décision qui est liée au partage de bénéfices par rapport des enlèvements, comme je dis, des otages, ou par rapport à un partage lié au trafic de drogue, parce que c'est comme ça qu'on va faire des divisions entre les tribus et notamment entre les fractions de chaque tribu. C'est compliqué, mais c'est passionnant et c'est tragique aussi en même temps, vous voyez, de savoir que que c'est pas assez simple qu'expliquer la question de la violence à travers les idées radicales. Ça, c'est vraiment très simple et ça n'aide pas, si vous voulez, à avancer beaucoup plus de la pensée.
Vous voyez? Et encore une fois, il faut aussi savoir qu'il faut incorporer une autre variable qui est nouvelle et qui est importante lorsque la violence devient un métier. Lorsque les gens ne comprennent pas être hors de la violence, c'est-à-dire qu'à travers la violence, ils sont reconnus socialement et à travers la violence, ils vont exister, ils vont se relationner, ils vont mourir. Bon, ça, je rentre dans un autre aspect. Oui, oui. Beaucoup d'aspects et layers and layers of discussion, for sure. Il y a une question de Dominique Sonda sur le chat. Dominique, est-ce possible de poser votre question en personne ou est-ce que vous aimeriez que je la lise? Amina, il y a beaucoup de vent où je suis, donc si tu peux la lire, ce serait mieux pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup Dominique. Alors la question lit, comment évaluer la représentation des conflits interethniques au nord du Mali dans les actualités internationales et dans les fictions? Par exemple, celle de Sissako dans le film Timbuktu. Quels aspects sont les mieux compris, lesquels demeurent obscurs? D'accord, écoutez, pour moi, il y a des films qui représentent que des clichés par rapport à rien que la représentation de Tombouctou, rien que la représentation aussi d'un rebelle, rien que la représentation aussi de l'idéologie de la salafia djihadiya à travers la barbe, etc. Mais bon, je ne sais pas si je viens saisir la question, parce que si je bien compris, c'est par rapport aux rivalités intercommunautaires ou intracommunautaires. En fait, ce que je voulais dire par là, et ça me paraît aussi fondamental, que la principale violence, on la trouve à l'interne, d'accord? Et entre les propres communautés. Et c'est précisément par rapport à un nouveau acteur, une dimension différente, une dimension internationale qui vient à travers de l'extérieur, qui est importée et qui fait de nord de Mali une zone de transit. Donc, dans mon bouquin, vous pouvez voir avec beaucoup de détails, en fait, chaque fois qu'il y avait des accords de paix entre même les groupes armés, correspondaient à des conflits intra ou inter qui ont été liés au passage de véhicules, comme je disais tout à l'heure, de cocaïne, notamment. Parce que c'est surtout si on parle de la drogue, il faut mettre notamment la focale sur la cocaïne qui se cotise très élevée et qui représentait un vrai enjeu pour les acteurs étatiques et non étatiques. Donc, vous pouvez voir les accords d'Anefis, concrètement par exemple, comme ça, et ces accords-là sont le résultat d'une rivalité entre des fractions touareg elles-mêmes. Donc, dès l'extérieur, on expliquait la violence par la violence, mais sans incorporer encore une fois ces dimensions de l'économie criminelle qui impactent la relation de rapport et pouvoir entre les différentes fractions et les différentes communautés. Et ça, c'est encore une fois fondamental. Et si vous voulez, en allant beaucoup plus encore au détail et loin, c'est intéressant parce que ça relève aussi une sorte de lutte de classe sociale interne. Je vous ai dit qu'il y a eu une transformation des valeurs à partir de cette économie criminelle. Je vous ai dit qu'il y a eu un problème par rapport aussi à la structure classique, la pyramide sociale classique, c'est ça? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des fractions vasos ou des groupes vasos qui étaient à la soumission d'un autre groupe, qui ne voulaient plus être dans une soumission, qui voulaient avoir une hégémonie. Et c'est à travers cette accumulation de l'économie criminelle qu'ils arrivent à chambouler ou à bouleverser ce rapport de pouvoir. Je suis plus vaso, je deviens un groupe tribal, hégémonique qui écrase, si vous voulez, le pouvoir classique, la chefferie classique. Ça, on le voit très clairement dans le cas de la région de Ménaka, où il y avait un pouvoir classique à travers les Oulmidan, qui n'est plus dans l'hégémonie, sinon c'est les Douzek avec Achara Toumani. S'il est là, je ne sais pas s'il sera là, s'il nous écoute, mais il doit être d'accord avec moi parce que finalement, sa tribu à lui, sa fraction à lui, s'impose à travers aussi une accumulation de ces nouvelles formes d'économie. Et donc, c'est ça ce qui me paraît très importante comme principale conséquence, comme principal effet de cette économie criminelle.
l'effondrement de l'État malien, l'effondrement notamment de le régime d'Amadou Toumani Touré, ne correspond pas à la menace de nature djihadiste comme ça, ou la menace sécessionniste. Sinon, encore une fois, à cette économie criminelle qui a fait que des acteurs étatiques s'impliquent et commencent à établir des négociations avec les acteurs non étatiques. Donc, en tant qu'État, tu ne contrôles plus ton économie parallèle. Et ça, c'est problématique. Donc, c'est lors de ces genres de négociations et de partage que les rivaux de l'État malien commencent à acquérir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de force, etc., jusqu'à dans un moment donné, ils ont arrivé à éroder les institutions et les structures. Merci, docteur Messa. J'aimerais donner la parole à mon collègue Arnaud pour poser sa question. Arnaud, peux-tu ouvrir ton mic et demander. Voilà. Alors, merci Amina de me donner la parole. Je trouve ce débat particulièrement intéressant. Merci Béatrice pour ce bouquin qui m'inspire à plusieurs titres. Il m'inspire davantage à partir du moment où je rappelle peut-être, soit dit en passant, que j'ai fait une thèse sur notamment les sécessions en Afrique. Je comparais notamment les expériences du Soudan et de l'Érythrée. Et ce qui particulièrement me saisit, notamment dans ton bouquin, c'est notamment ce processus de formation de l'État en Afrique. Et c'est la question justement que j'allais te poser. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'en fait, ce qui se joue au Mali et qui se joue aujourd'hui en Afrique aussi à travers notamment la menace terroriste, cache, pourra peut-être avec beaucoup de mal particulièrement, le débat sur la formation même de l'État en Afrique? Est-ce que ce n'est pas ça qui se joue en fait? Première question. Deuxième question, est-ce que si c'est véritablement le cas, peut-on dire que, particulièrement, à partir du moment où c'est un exemple assez saisissant, peut-on dire qu'on peut désormais penser notamment à la formation, la construction de l'État en Afrique sur la base des catégories peut-être différentes de celles que l'on a reçues de la formation de l'État en Occident, quand on revise particulièrement les travaux de Chakili, de Bertrand Bati sur l'État en Occident, on se rend compte que particulièrement c'est un processus hégémonique et on se rend fatalement compte qu'en Afrique aussi, ce qui se joue n'est pas notamment un processus hégémonique, mais davantage un processus de conciliation. Est-ce que ce n'est pas davantage le prisme de la conciliation qu'on doit percevoir, notamment tout ce débat qui se trame autour des processus de formation de l'État en Afrique? Merci bien. Merci beaucoup. En fait, vous avez évoqué énormément de choses en même temps par rapport à cette question sur la formation de l'État et je pense que vous avez aussi touché l'essentiel de la discussion actuellement dans le continent africain, mais même ailleurs. Au Moyen-Orient, suite à la printemps, arabe 2011. Je pense que, encore une fois, la formation de l'État ou la notion de l'État et la notion de la nation, c'est actuellement le vrai débat, non? Ce qui représente, par exemple, ces insurgences ou ces insurrections, c'est précisément, représente en même temps une crise, encore une fois, de la frontière moderne telle qui était établie, non? Et aussi une crise par rapport à ces États artificiaux qui datent de l'époque coloniale et que vous connaissez tous très bien. Et voilà, le débat, il est là. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à cette question et par rapport à votre dissertation, c'est que ce qui est étonnant et ce qui m'aide notamment à déconstruire déjà la revendication territoriale sécessionniste, c'est que ce que revendique Azawad comme un État à eux, ils le font à l'intérieur des frontières coloniales déjà. Azawad, si vous le voyez bien, représente une partie de la communauté Touareg, une communauté qui est fragmentée dans plusieurs pays, comme vous le savez très bien. Dans le moment que je fais revendication d'Azawad à l'intérieur de ces frontières coloniales, ça me pose problème par rapport à la revendication en tant que telle. Parce que lors de la narrative ou de le discours politique, c'est précisément faire opposition à cet héritage colonial. Donc, il y a une contradiction profonde dans la revendication territoriale déjà. Donc, il y a un problème par rapport à la propre formation d'État par rapport à Azawad, au nord de Mali. Donc, il faut plutôt déjà aller beaucoup plus loin à ces frontières modernes et coloniales et commencer à partir vers, comme je dis, vers toute une région qui traverse
ce qu'on appelle la cause Touareg, mais qui aussi, il ne s'agit pas d'une cause Touareg, parce qu'il y a d'autres communautés. Donc, vous voyez encore aussi une deuxième raison qui m'aide en même temps à faire une déconstruction de cette idéologie. Mais je pense que, voilà, je réponds par rapport à la question de l'État et par rapport à ses revendications territoriales et par rapport aux insurgés. Mais c'est intéressant votre question aussi, parce qu'actuellement, c'est qu'on est en train de voir c'est une émergence de nouveaux nationalismes. On a vu le nationalisme azawad, d'accord, qui est controverti, mais nous voyons aussi d'autres nationalismes ou ethno-nationalismes de la région de Massina. Et ça, j'ai un doctorant qui travaille dessus, sur la communauté Peul et sur les non-nationalismes. C'est un Ivoirien magnifique qui fait des travaux déjà sur ça, et je le cite parce que ça me paraît important, dans lesquels il essaye aussi de répondre à comment le fait qu'il existe actuellement des pelles déjà dans ce genre de ces structures armées, ça ne se fait pas à travers, encore une fois, un basculement vers une radicalisation religieuse, comme on prétend dire précisément pour occulter une complexité majeure qui est liée à un nouveau leadership pelle noir. Je m'exprime comme ça parce que c'est important, parce que des peuples qui ont été toujours à la soumission des ennemis blanches du Nord, et donc c'est eux-mêmes qui veulent faire aussi leur propre révolution, d'accord, à travers les recours à la violence et à travers les recours aux armes, pour aussi initier un nouveau processus politique, un processus de paix qui les émancipe comme communauté et même aussi comme région. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais donc la question raciale, elle est aussi dedans. Et donc, ça nous pose des questions par rapport à la notion de la nation. Et par rapport au Mali, qu'est-ce que c'est la nation au Mali? Qu'est-ce que c'est pas la nation? Il y a un problème de base. Donc voilà, je vous rejoins entièrement. Merci infiniment, Dr Messa. Merci Arnaud pour votre question. Il nous reste 5 minutes pour cette discussion, mais j'aimerais poser une dernière question, Dr Messa. Vis-à-vis ce que vous avez dit, vis-à-vis le discours médiatique que vous essayez de défier dans le livre. Alors, vous, comme vous avez dit, vous présentez des variables qui sont à considérer, des acteurs qui sont mutables et qui sont bien plus importants que les variables qui ont été présentées pendant très longtemps et qui existent dans le discours médiatique et dans la narration publique. Et ces derniers, je pense, ont vraiment joué un très grand rôle à présenter la situation au Mali comme fixe et figée dans le temps. Alors, j'aimerais vous demander, d'après vous, comment est-ce possible de changer ce discours médiatique et est-ce là possible en premier lieu? Et on n'a pas changé les discours au niveau international par rapport aussi au djihad global. On n'a rien changé par rapport au Middle East et par rapport au Moyen-Orient. Pourquoi on va changer par rapport aussi des continents africains et le Sahel? Ce qui est impressionnant, que le Sahel, c'est une source d'instabilité à partir du ménage djihadiste, mais c'est ça où il y a vraiment un problème réel, parce que, vous m'entendez? Oui. Ah oui, parce qu'il y a d'autres genres d'insécurité qui sont beaucoup plus profondes, comme vous le savez tous en tant qu'africanistes, d'accord? Et qu'ils sont liés, bien sûr, à la question de la sécurité humaine. Et donc, on est en train de, encore une fois, éviter d'affronter les vrais challenges, les vrais défis de la région qui dépassent la question idéologique. Et donc, ce qu'on va voir, c'est la montée de cette violence. On va continuer, mais pas seulement par rapport à un facteur socio-économique, comme on essaie toujours d'expliquer, parce qu'aussi, il faut décortiquer qu'est-ce que c'est la pauvreté de la région de Massina, parce qu'on essaie d'expliquer que les peuples font partie actuellement de la violence parce qu'ils sont pauvres. Mais quelle simplicité, mon Dieu, de pensée et de recherche et d'analyse et de réflexion. Déjà, est-ce que la conception de la pauvreté chez eux, c'est la même, mais par rapport aux autres, par rapport à nous, par rapport à ces éleveurs qui ont eu toujours, ils ont dans une zone de confort. C'est malheureusement, c'est cette intervention multiforme internationale, ok, à travers la vieille de la sécurité, c'est ça qui est en train vraiment de faire aussi des impacts nocifs par rapport aux communautés. Une présence internationale, d'accord, comme Opération Berkane, entre autres genres des opérateurs de maintien de la paix, il faut expliquer ou il faut aussi travailler comment eux impactent aussi sur ces genres de communautés.
Et ça, on ne le fait pas. Parce qu'on ne met pas en question un opérateur qui dit « je suis là pour sécuriser les gens ». Mais est-ce qu'on est là pour sécuriser l'humain? Est-ce qu'on est là vraiment pour sécuriser un collectif, un groupe humain? Mais non. C'est ça ce qu'il faut critiquer à travers la question sécuritaire. Pour qui nous sommes là? Est-ce qu'on est là pour la protection d'une collectivité? On est là pour faire de la géopolitique? On est là pour faire autre genre pour autre genre d'objectifs, non? Je ne sais pas si je réponds plus ou moins, mais voilà, j'ouvre aussi des questions. Je ne réponds pas de manière catégorique, mais j'ouvre des questions aussi. Oui. C'est important aussi. Merci infiniment pour ces questions-là. J'invite Dr Hamdaoui à poser sa question. Oui, alors justement, parce qu'en parlant des discours des médias, en fait, et ce discours aussi donne de la légitimité à ces interventions internationales qui sont sur le terrain aujourd'hui. Et je voudrais poser une question à Béatrice en liaison avec l'actualité. Comme tu l'as bien cité, dans la gouvernance sécuritaire au Mali aujourd'hui, dans la région du Sahel, on a plusieurs acteurs, la France et d'autres acteurs occidentaux. Mais récemment, il y a un nouvel acteur, la Russie, qui intervient militairement dans la région. Pourquoi la Russie intervient aujourd'hui et maintenant au Sahel? Bon, il faut savoir que moi, je pense qu'il y a eu des sentiments profonds dans les scénarios sahéliens, et notamment au Mali, parce que c'est le Mali qui est le pays le plus concerné par l'intervention française, et lorsque les élites militaires de la France, ils ne comptent pas sur l'État malien pour gouverner la sécurité. Lorsqu'il y a un acteur international qui intervient, sans compter sur les acteurs locaux ou régionaux pour cette gouvernance sécurité, lorsque tu n'es pas dans un partage sécuritaire, ça pose problème parce que finalement, ça rentre dans une dynamique néocoloniale à travers le volet sécuritaire. Donc, il y avait déjà cette malaise à l'intérieur. La deuxième malaise, c'est par rapport aussi les bilans. Les bilans de ces opérateurs sécuritaires, de ces opérateurs de maintien de la paix. Le bilan, c'est une tragédie. Et malheureusement, on traite toujours de mettre des morts sur la table. Donc, on se pose comme question, quels sont les résultats de ces opérateurs, finalement, non? Et là, a créé une colère régionale importante contre le pouvoir central, aligné dans un moment donné à cette nouvelle forme de gouvernance. Une troisième chose qu'il faut considérer aussi, qu'il y a des nouveaux pouvoirs actuellement au Mali. C'est des nouveaux pouvoirs militaires suite à des coupes d'État, d'accord, suite aux mobilisations sociales inédites dans le cas de Mali, et ces nouveaux acteurs qui veulent s'éloigner de le seul partnership, les seuls sociaux, que c'était la France, y diversifier ou élargir le partnership vers d'autres acteurs comme la Russie. Et c'est ça ce qui a créé en fait la colère de Macron en annonçant que je me retire de la région, chose qui n'est pas vraie. Il peut se retirer en disant je ne vais pas laisser 4000 hommes, mais je laisse toujours une force élite de Berkane sur le terrain parce que ma présence, c'est toujours aussi importante, pas qu'en termes de sécuriser, sinon en termes géopolitiques. Donc voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Il y a des rivalités entre les États internationaux et les acteurs internationaux en utilisant le Sahel comme laboratoire. Bon, je parlais d'une dimension linkage, non, entre l'acteur domestique et l'acteur international. Voilà. Merci, Dr Messa. Il y a un commentaire dans le chat, Dominique, qui va vers Yousra et vers vous aussi, Dr Messa. On entend maintenant que ce serait les bots russes qui agiteraient la population du Burkina contre les militaires français. Oui, mais c'est ça. Lorsque je parlais tout de suite de la colère sociétale, de cette colère qui démarre, si vous voulez, au Mali, mais qui continue maintenant vers Burkina Faso, c'est précisément ce bilan de morts des acteurs étatiques, des gendarmes notamment, à partir de cette multiplication des groupes armés et à partir surtout de la montée, encore une fois, de l'insécurité. Donc, pour la population, il y a une responsabilité chez les acteurs internationaux par rapport à la protection de la population. Donc, je pense que c'est fini. Je pense qu'il y a une réflexion
dans le peuple qui est vraiment très importante à considérer parce qu'ils se disent pourquoi ils sont là, non? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à la protection? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à la gouvernance sécuritaire? Et donc, je pense que c'est une colère totalement légitime à tenir en compte et à créer une sorte de rupture de contrat social aussi entre les États et la population. Donc, c'est une population qui fait le recours maintenant à la mobilisation sociale pour faire tomber un pouvoir central, comme on l'a vu dans les cas de Mali. Est-ce que ça, c'est une solution? Est-ce que ça... Je peux répondre à ce genre de questions, mais je lance la question juste pour la réflexion, non? Que voilà. Bon. Merci infiniment, Dr Messa. Dominique, vous aviez votre main levée. Ok. C'était une erreur, Pas de souci. Alors, il est 16h04, 17h04 à Cape Town. On arrive à la fin. Mais j'aimerais toujours demander s'il y a quelqu'un qui aimerait demander une question, toujours à Dr Messa. Vous pouvez le faire maintenant en levant la main sur Zoom. Mais sinon, entre-temps, j'aimerais beaucoup vous remercier, Dr Messa, pour votre générosité et de nous avoir rejoints depuis Rabat aujourd'hui pour présenter votre nouveau livre, Les groupes armés du Sahel, conflits et économie criminelle au nord du Mali, que d'ailleurs j'invite tous les participants ici et tout le monde qui nous regarde à le lire. J'aimerais aussi remercier Dr Hamdaoui de nous avoir rejoints en tant que disputante idoine et de son intervention pertinente dans cette discussion. Dr Messa, vous avez vraiment présenté des questions qui sont très importantes et un paradigm shift dans la manière où on doit penser la violence au Mali et au Sahel. Et on aimerait beaucoup vous recevoir un autre jour pour continuer cette discussion et élargir la conversation encore plus. Je vous remercie beaucoup, Amina, pour votre parole. Également aussi, merci beaucoup à Youssef Hamdaoui pour m'accompagner dans cette première présentation. Et évidemment aussi, mes remerciements pour le projet OUMA pour cette opportunité et cette occasion pour pouvoir partager cette complexité de la violence. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous et merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui, tout le monde. Ce fut Huma Book Lunch à Huma, l'Institut des recherches africaines à Cape Town, en Afrique du Sud. En fait, ce fut notre dernier séminaire de l'année, après une année où nous avons eu vraiment l'honneur de recevoir des penseurs, des académiciens, des théoriciens, des écrivains et des poètes africains et non africains qui écrivent sur l'Afrique et qui pensent l'Afrique d'aujourd'hui, d'hier et du futur. Notre équipe ici au Huma Book Lunch, Minent Len Koubé et Azza Babakir Mustafa Ahmed, vous remercions de nous avoir rejoints depuis qu'on a commencé ce séminaire en mars et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, en mars prochain, 2022, pour continuer ces discussions-là et recevoir encore plus de penseurs et continuer ces discussions ensemble. Alors, je vous remercie encore une fois et au revoir, bonne soirée. Merci, Dr Messa. Merci à vous encore.